Amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui une émission qui a pour titre « Les néo-malthusiens et les néo-malthusiennes aussi ». Alors avec nous sur ce plateau, Francis Roncin, historien, spécialiste de ces questions, et puis Amélie Brun, que nous allons retrouver maintenant dans chaque émission. Alors le XXe siècle a battu tous les records d'accroissement de la population. En 1900, il y avait à peu près 1,5 milliard individus sur la planète. Aujourd'hui, nous sommes environ 6 milliards et dans 50 ans, si nous sommes toujours là, nous serons à peu près 10 milliards. Parallèlement, nous apprenons par des organismes des Nations Unies qu'il y a environ 1 milliard de personnes qui n'ont pas suffisamment de nourriture ou d'eau potable et qu'il y a plus d'1 milliard, 1,5 milliard de personnes qui vivent dans la misère absolue. Alors en 1997, l'agronome René Dumont faisait paraître un livre qui s'appelle « Famine, le retour » et il estimait que la sécurité alimentaire ne serait plus assurée si rapidement on ne réussissait pas à faire baisser le taux de natalité des peuples pauvres mais aussi des peuples riches. Et on a constaté que seules les femmes éduquées qui disposaient d'une liberté sociale et économique étaient capables d'infléchir les courbes de la natalité. D'ailleurs, un des slogans des néo-malthusiens au début du siècle était « Femmes, ne soyez plus esclaves, ayez peu d'enfants ». Alors Francis Roncin, vous avez abordé ces questions dans plusieurs de vos ouvrages, une question sur la natalité, mais vous ne les avez pas abordées comme les agronomes ou comme les démographes, vous les avez abordés en historien sous un autre angle. Alors, parlez-nous un peu de vos publications. De mes publications. Bon, et de la natalité. Le malthusianisme dont tu viens de parler, on peut être résumé sous une formule générale. Il s'agit de la volonté de limiter la fécondité humaine pour que celle-ci ne dépasse pas les ressources disponibles, Sous ce nom général, il y a eu différentes tendances. Historiquement, ça a évolué beaucoup. Évidemment, on va démarrer par quelques mots sur Malthus, qui est le... On va en reparler d'ailleurs avec Jeanne Humbert, mais j'aimerais que vous me parliez de vos livres, c'est-à-dire que vous avez publié La grève des ventres. La grève des ventres. Le premier ouvrage, il s'agissait tout simplement de découvrir l'histoire du mouvement néo-malthusien, qui en France était largement inconnu. Tout simplement parce que il avait disparu. Il s'éteint après la Seconde Guerre mondiale et il a disparu sous le coup de la loi de 1920 qui rendait sa propagande illégale, interdite. Des militants étaient en prison, comme Jeanne Humbert, et finalement, ils sont morts, Alors ça, c'est le premier livre dont vous racontez tout ça, et ensuite vous avez écrit Le sexe apprivoisé. Oui, le titre est une commande de l'éditeur, a été choisi par l'éditeur, qui n'adhère pas du tout à ce titre, mais enfin, qui fait un peu littérature de gare. Là, il s'agissait, je l'ai écrit avec Roger-Henri Guérand, on l'a écrit à deux, et il s'agit d'une biographie de Jeanne Humbert, puisqu'on disposait d'archives considérables. C'est quelqu'un qui a accumulé des archives toute sa vie, concernant son mouvement, concernant la correspondance privée, Donc on a pu écrire une biographie de Jeanne Humbert. Alors ensuite, le contrat sentimental. C'est choisi aussi par l'éditeur, là, non? Non, ça c'est celui-là, je le revendique. Non, c'est il y a que Le sexe apprivoisé qui était inspiré par la littérature de gare, Mais le contrat sentimental et Les divorcières, Il s'agit de livres qui, d'une certaine façon, se suivent. Il s'agit d'une histoire, disons, des liens entre les idéologies politiques et la légalisation du divorce, Alors, en 1979, j'ai eu la chance de rencontrer Jeanne Humbert. Nous étions avec Francis Roncin et en même temps de la filmer. C'était l'une des dernières représentantes du mouvement néo-malthusien. Et nous allons voir d'ailleurs les quelques premières minutes du film quand elle prend la parole devant ses amis fidèles à l'occasion de ses 90 ans. Alors, nous écoutons Jeanne Humbert. En serez autant des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. En libertaire absolu, sans attache et sans grade, j'ai bataillé sur tous les fronts, contre tous les abus,
d'un régime coercitif et ses lois liberticides, contre les traditions ancestrales poussiéreuses, contre les préjugés séculaires, enfin, j'ai protesté contre tout ce qui opprime, ce qui dégrade et abîme la vie. Si le néo-malthusianisme, auquel je suis rallié depuis les premières années de ce siècle qui se termine, a charpenté ma pensée, si j'ai participé à maintes campagnes organisées et vécues par tous mes amis, mes aînés, mes amis très chers, dont je n'ai plus que le souvenir puisqu'ils sont tous disparus, si j'ai, bien avant que cela devienne officiel, revendiqué pour la femme la liberté d'être mère à son gré, si j'ai tenu pour nécessaire une réglementation raisonnable des naissances dans le monde, j'ai aussi agrandi mon action en greffant sur ce problème essentiel socio-démographique des idéologies tendant au progrès social humain qui serait tout de même moins illusoire. Malthus était un pasteur anglais. Seulement c'était un savant et un mathématicien. Et il basait sa doctrine, sa théorie, sur ce système que moins on avait de population, au plus on pouvait établir un régime équitable pour le bonheur de tout le monde, de tous. Seulement, comme il était pasteur et qu'il était assez rigoriste dans ses mœurs, il préconisait, pour limiter les naissances, la chasteté dans le mariage. D'abord le mariage tardif et la chasteté dans le mariage. Or, les malthusiens français n'ont pas admis ces procédés. Ils ont considéré que ça n'était d'abord pas humain, pas possible, et ils se sont appelés néo-malthusiens en déclarant que sans se priver d'amour et se marier jeune, si on désirait se marier jeune, on pouvait quand même limiter sa progéniture par des moyens non dolosifs aussi, c'est-à-dire les procédés anticonceptionnels masculins et féminins qui existaient à l'époque, qui étaient des procédés pas très agréables à employer, il faut le dire, mais qui ont beaucoup progressé depuis, parce que maintenant, je crois que les femmes sont vraiment gâtées en ayant la pilule qui ne leur demande aucun effort. Alors nous venons d'entendre Jeanne Humbert, donc néo-malthusienne, et je voudrais savoir, Francis Ronsin, quels étaient les rapports entre Malthus et les néo-malthusiens? Oui, Jeanne Humbert a bien présenté ce qui concerne la question démographique des rapports. Bon, je rajouterai personnellement une question économique et une question politique, quoi. C'est-à-dire que Malthus était un économiste, c'est un des grands économistes classiques, économiste libéral, hein, la pensée libérale. Donc c'est un libéral, c'est également un pasteur, bon, Jeanne Humbert l'a dit, et son principal souci, finalement, c'est de limiter la croissance de la population des pauvres en Angleterre, qui coûte très cher vu les lois d'assistance, et qui, à son avis, font peser un risque de révolution sur l'Angleterre. Bon, il y a eu les néo-malthusiens, d'une part, d'une manière générale, donc, ont remplacé les méthodes malthusiennes, donc appelées la contrainte morale hein, chez Malthus, oui. Donc cette histoire de chasteté, l'ont remplacé par un appel aux méthodes de la contraception et de l'avortement, mais de plus, il y a une vision politique totalement différente, parce qu'ils estiment que grâce au contrôle des naissances, le prolétariat va renforcer ses capacités révolutionnaires. Alors là, nous avons une grande figure qui est Paul Robin. Voilà. Mais je vais continuer un tout petit peu sur le malthusianisme. Hein. On va revenir sur Paul Robin un peu plus tard, le néo-malthusianisme.
Je voudrais dire aussi qu'il y a eu différentes tendances, autres tendances que le néo-malthusianisme. Le néo-malthusianisme est à son apogée au début du XXe siècle, mais il y a d'autres tendances. Le malthusianisme va survivre. Tout à l'heure, tu faisais référence donc aux 6 milliards, au franchissement du seuil de 6 milliards d'habitants pour la population terrestre. Bon, là, on a pu voir un espèce de consensus malthusien, c'est-à-dire qu'il y a un consensus lorsqu'il s'agit de s'inquiéter de la trop forte croissance démographique dans les pays pauvres, quoi. Donc de ce côté-là, il y a un malthusianisme toujours important. Il y a actuellement d'autres tendances et des organisations dans pas mal de pays du monde, pas en France, mais par exemple qui relient des préoccupations écologistes et malthusiennes. Là, il s'agit de sauver les ressources de la planète, les diversités animales, etc. Donc, comme j'essayais de dire tout à l'heure, donc il y a comme ça, sur cette base du malthusianisme, des tendances différentes, et le néo-malthusianisme en est une qui s'explique bien historiquement, et qui, aussi bien dans son essor que dans sa chute finale, qui est complètement liée à une histoire politique, en ce qui concerne le néo-malthusianisme français, l'histoire politique française. Alors venons-en aux grandes figures. Paul Robin. C'est un révolutionnaire internationaliste. C'est un révolutionnaire internationaliste. Bon, pour le situer, il est né en 1837 et mort en 1912. C'est un élève de l'école normale supérieure qui a été professeur pendant plusieurs années avant de vivre une vie de proscrit qui était courante pour les révolutionnaires, quoi. Donc il va s'installer à Bruxelles, il va aller en Suisse, puis après l'échec de la Commune en Angleterre, et c'est en Angleterre qu'il va rencontrer le néo-malthusianisme. Le néo-malthusianisme qui, sans que le mot existe, était né en Angleterre peu après la mort de Malthus, où des penseurs radicaux, très connus par ailleurs, Francis Place, Richard Carlin ou Robert Owen, avait déjà substitué donc, la contraception à la contrainte morale de Malthus, quoi. Et en 1877 avait été fondée en Angleterre une ligue malthusienne, The Malthusian League. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il publie la revue Régénération? Non, c'est... Plus tard. Oui. Le problème, c'est que nous sommes à la télé, nous sommes obligés d'aller plus vite. Bon, enfin, en 1896, oui. Paul Robin va créer une ligue, d'abord la Ligue de la Régénération Humaine, et c'est à partir de 1901 donc que cette ligue va publier un journal mensuel, Régénération, que tu es en train de montrer à l'écran, quoi. Donc à partir de 1801, c'est le journal de la Ligue. Bon, le développement de l'idéologie néo-malthusienne va entraîner une multiplication d'ailleurs des organisations, puisque en 1908, à la suite d'une brouille, le gérant de Régénération, Eugène Imbert, va fonder une nouvelle organisation, Génération Consciente, avec également un journal mensuel. En 1911 se fonde la Fédération des groupes ouvriers néo-malthusiens avec un journal, Rénovation. Et donc, à partir de ce moment-là, des individus, des syndicats, des groupes révolutionnaires se mettent à leur tour à diffuser les méthodes contraceptives. Alors là, c'est à la fois la propagande qui commence, mais aussi une répression après la guerre de 14. Oui, après la guerre de 14. Non, avant la guerre de 14. Avant la guerre de 14, oui. La répression est relativement forte. Le problème pour la répression, c'est qu'il n'existe pas de loi appropriée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune loi touchant véritablement la propagande pour la contraception ou même l'usage de la contraception. Et alors, donc, les néo-malthusiens, oui. mais avant la guerre, les néo-malthusiens vont aller régulièrement en prison, mais comme pornographes, quoi. On va utiliser les lois condamnant la pornographie, et donc ils vont... pendant la guerre de 14, évidemment, alors que pendant les combats, l'incitation donc à la limitation des naissances est considérée comme une véritable trahison, quoi. Et donc les journaux qui veulent paraître sont interdits immédiatement. Et en 1920, bon, c'est une majorité très nationaliste, très à droite, la Chambre Bleue Horizon, qui va décider donc de régler ce problème en votant une loi donc interdisant toute incitation
donc à la contraception, toute divulgation des procédés contraceptifs, mais également toute propagande antinataliste, donc interdire toute activité néomalthusienne. Alors nous allons écouter justement ce que nous dit Jeanne Humbert sur cette loi de 1920, cette loi dont je rappelle d'ailleurs le contenu sera puni. Quiconque aura décrit, divulgué ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse. Cette loi de 1920, elle a été dans les dossiers poussiéreux du Parlement pendant des années avant d'être votée. Et ce sont les industriels du Nord qui sont à la base même de cette loi. Parce que la propagande néo-malthusienne a eu un grand retentissement dans le Nord, qui étaient des pays surpeuplés et des pays d'esclavage salarial. On prenait des enfants très jeunes dans les usines partout, on les exploitait d'une façon indigne. Alors la propagande néo-malthusienne, elle s'est étendue beaucoup là-bas et a été accueillie forcément par les ouvriers, par tous ces gens qui étaient exploités d'une façon indigne, d'une façon très favorable. Alors les industriels en ont pris ombrage. À ce moment-là, ils ont donné un sursalaire familial à tous ceux qui avaient beaucoup d'enfants. Et ils ont écrit au Parlement, par l'intermédiaire d'une de leurs créatures, pour dire au Parlement, si vous ne votez pas une loi contre ces gens-là, c'est-à-dire les néo-malthusiens, nous supprimons le sursalaire familial. Vous savez, les députés à cette époque, il y avait beaucoup de socialistes, des libéraux, ils n'ont pas pris ça en grande considération, et les dossiers, on le mettait, vous savez, en dessous, dans les fonds de tiroir. Il a fallu la guerre de 14 pour que la chose revienne sur le tapis, et alors à ce moment-là, ils ont trouvé des oreilles complaisantes parmi les députés. Ils ont fait voter cette loi un matin, alors que l'hémicycle était à peine rempli, il n'y avait que quelques députés, et ils ont voté la loi immédiatement. Il y a quelques députés qui se sont levés, parmi les socialistes, pour dire « mais on ne peut pas voter une loi comme ça sans la discuter ». Alors les autres ont répondu « on la discutera après ». Vous savez ce que c'est, on ne discute pas une loi après qu'elle a été votée. Quand elle a été votée, la loi. Elle a été, comment dirais-je, admise par le Sénat, et la loi a passé comme une lettre à la poste. Et quelques mois après, peut-être, je crois que c'était en octobre ou en novembre, nous avons été poursuivis. Nous avons été les premières victimes. Elle a été faite contre nous. On a immédiatement fait des perquisitions chez tous les néo-malthusiens qui n'avaient pas obtempéré à la loi, naturellement. Nous sommes contre les lois, nous n'avions pas à obéir à la loi, et nous avions continué, et à vendre nos appareils, et à vendre nos livres, et tout, et tout. Si bien que quand ils sont venus perquisitionner, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait pour créer un acte d'accusation. Les néo-malthusiens, tous ont été condamnés à 2 ans de prison, plus les frais de procès, les amendes, etc. Et Humbert a écopé de 5 ans de militaire et de 2 ans de prison. Enfin, ce sont des peines qui se confondent. Et tout de même, il a eu 7 ans de prison d'un seul coup comme ça. Moi, j'ai eu 2 ans. En premier lieu, à Saint-Lazare. Et après, comme j'avais demandé mon changement pour être tout de même dans une prison plus propre et seule, j'ai été transférée à Fresnes. Est-ce que cet emprisonnement a diminué votre militantisme ou au contraire l'a augmenté? Au contraire. Au contraire. Au contraire, il m'a fortifié dans mes convictions. Il a dit, du moment qu'on prend contre toi des mesures pareilles, c'est que tu es dans la vérité, c'est que tu menaces des gens à la base même de leurs institutions. Ça m'a fortifié. C'est après que j'ai commencé alors à faire des conférences, des articles, des livres, etc., etc. Ça m'a lancé. Alors Francis Ronsin, Jeanne Humbert a été lancée finalement par la répression, dit-elle. Quelle a été son activité après cette répression qui s'est abattue sur Eugène Humbert et sur Jeanne Humbert?
C'est-à-dire, ils ont fait le maximum, quoi. Ils ont fait reparaître un journal, La Grande Réforme. Ils ont, tout en ayant ses fréquents séjours dont elle parle, elle a été très active dans le mouvement pacifiste, hein, extrêmement active, et elle en a profité donc pour lier le pacifisme au néo-malthusianisme. Bon, Eugène Humbert a subi des séjours en prison. Il est mort en prison en 1944, sous le bombardement donc, de la prison d'Amiens. Elle a continué, seule. Elle a essayé de refaire paraître la Grande Réforme après la Seconde Guerre mondiale. Elle a participé à de multiples revues. Vas-y. Oui, alors donc... Elle a participé à de multiples revues. Elle a écrit la biographie de son mari, Eugène Humbert. Elle a écrit d'ailleurs une série de biographies de militants anarchistes qu'elle avait bien connus. Oui. Elle a combattu jusqu'à la fin de sa vie. Les extraits de films qu'on vient de voir ont été tournés à l'occasion de l'anniversaire de ses 90 ans. Quoi. Donc on voit qu'elle n'a rien perdu de sa virulence. Quoi. C'est un exemple de militante totalement possédée par son combat. Quoi. Alors justement, lorsque nous avons fait le film ensemble auprès de Jeanne Humbert, il est sorti à peu près un an après, en 1980, et il a été présenté aux entretiens de Bichat par une association de médecins qui s'appelle Association nationale des centres d'information sur la contraception, l'ANSIC. Et cette association demandait d'ailleurs l'abrogation de la loi de 1920, qui à ce jour est toujours d'ailleurs en vigueur. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors lorsque le film est sorti aussi, il n'a pas été accepté bien sûr par la télévision française, c'était encore un sujet tabou. Et par contre, il est passé en 1983 à la télévision suisse romande et il a été choisi par André Hôtelier et qui s'occupe du magazine Temps présent en Suisse. Et puis ce film, Francis Ronsin, vous avez souhaité le diffuser à Amsterdam en 1995. Alors que se passait-il en 1995 à Amsterdam? Déjà, si vous voulez, Jeanne Humbert m'a confié le sort de ses archives. Je parlais tout à l'heure de la richesse de ses archives. Et ces archives, je les ai déposées à l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam, où on peut les consulter. La consultation est ouverte. Et en 1995, le tri de ces archives et le catalogue avait été terminé et on a décidé d'accompagner, de fêter ça par une série de manifestations de caractère scientifique, et c'est comme ça que ton film Écoutez Jeanne Humbert a été projeté, mais également il y avait une exposition sur le néo-malthusianisme en France et en Angleterre, et un colloque donc portant sur les rapports... En France et aux Pays-Bas. En France et aux Pays-Bas et en Angleterre. Alors... Pardon, en France et aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, voilà. Oui, d'accord. Oui. Et un colloque portant sur donc les rapports entre démographie et politique. Mais les organisateurs de cette manifestation avaient tenu à associer également des militants, en particulier donc la CADAC, le collectif national, le collectif des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception, donc qui a eu la parole pendant toute une après-midi. Et parce qu'il nous semblait que c'était tout à fait logique, ils étaient d'une certaine sorte les lointains successeurs des néo-malthusiens poursuivant les mêmes combats. Quoi. Alors nous avions plusieurs femmes qui étaient présentes là-bas, dont une femme qui s'appelle Maya Surdut. Et qui a été, alors je vais commenter les images de la manifestation qui a eu lieu justement à Paris, elle était parmi les organisatrices. C'est une manifestation qui a eu lieu le 15 janvier 2000 à la Bastille, et c'est mené par le collectif Droits des femmes, dont la porte-parole est bien sûr Maya Surdut, et qui regroupe une quinzaine d'associations. Les thèmes étaient liberté, autonomie, dignité, égalité, solidarité. Le premier thème de la liberté était de nature, je pense, effectivement très néo-malthusienne, puisqu'il s'agissait du slogan suivant « Nous voulons disposer de notre corps et vivre notre sexualité ». Mais les femmes des pays riches ont subi de plein fouet les effets de la mondialisation et elles réclament aussi moins de précarité, moins de chômage, moins de violence et plus de solidarité avec les femmes du monde entier. Alors, l'une des demandes les plus soutenues par les jeunes qui étaient très présentes dans cette manifestation, les jeunes hommes et femmes, a été aussi une demande d'évolution de la loi Veil du 17 janvier 1975, puisque malgré cette loi, en France, encore aujourd'hui, environ 6000 personnes sont obligées d'aller à l'étranger pour obtenir un avortement.
Alors, est-ce que Francis Ronsin, c'est une prolongation du combat des néo-malthusiens? Ben, il manque la dimension politique purement globale, si on veut. Hein. Il manque la préoccupation démographique. Mais sinon, il s'agit tout à fait disons, la pratique est la même. Je rajouterais quand même que le collectif national pour le droit des femmes regroupe plusieurs centaines d'organisations. C'est quelque chose quand même de beaucoup plus puissant. La plupart des partis de gauche, la plupart des syndicats, etc. Autre chose, bon, il est vrai que la loi de 1920 certains articles ont été abrogés par la loi Neuwirth, mais il est vrai que la propagande antinataliste demeure interdite en France. De la même façon, d'ailleurs, que l'avortement reste un délit dans la loi française. La loi Veil a prévu simplement des portes de sortie, mais globalement, l'avortement reste un délit et c'était une revendication de cette manifestation pour que le délit d'avortement soit aboli dans la loi française. Soit dépénalisé. Ouais. Voilà. Donc nous arrivons, vous voyez qu'il y avait beaucoup de monde à cette manifestation. Et nous arrivons à la fin de notre petit reportage et maintenant nous allons écouter la rubrique courriel qui nous sera présentée par Amélie Brun. Bonjour, alors dans cette émission on a beaucoup parlé de Jeanne Imbert, d'ailleurs vous nous avez dit que ses archives sont conservées à l'Institut international d'histoire d'Amsterdam, donc je voulais un petit peu en parler. Il a été fondé en 1935 et c'est une des institutions documentaires et de recherche les plus grandes au monde dans le domaine de l'histoire sociale et plus particulièrement dans l'histoire du mouvement ouvrier. Donc il faut savoir que la plupart des collections sont ouvertes au public, il y a à peu près 1 million d'ouvrages et à peu près autant de bandes vidéo. Donc c'est un centre de dimension véritablement internationale. Il y a des chercheurs du monde entier qui y travaillent, il y a des conférences et des séminaires qui sont organisés régulièrement. Et il y a des étudiants de Francis Ronsin qui sont là-bas et que nous saluons. Oui, exactement. Oui. Tous les ans, non, 7 une année. 7 une année et 3 cette année. Donc voilà. Ça montre l'importance de cette institution en France. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, vous trouverez l'adresse internet sur le site. Donc toujours en parlant des archives de Jeanne Imbert, il faut savoir que tous les doubles ont été conservés par la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, la bibliothèque des femmes, qui se trouve dans le 13e arrondissement en face de l'université de Tolbiac. C'est une bibliothèque qui a été créée en 1931. En fait, c'est à partir du moment où la ville de Paris a accepté le don des collections qu'avait réunies Marguerite Durand durant toute sa vie. Donc elle a donné toutes ces collections à la bibliothèque qui aujourd'hui est la première bibliothèque féministe de France, qui vraiment est consacrée à la cause des femmes, à leurs conditions, à leur rôle dans la société, dans la vie professionnelle, au sein de la famille. Donc il y a plus de 35 livres et brochures françaises et étrangères, il y a plus de 1000 périodiques féminins et féministes, il y a des dossiers sur des personnalités, sur des thèmes, il y a 4000 lettres d'écrivains, enfin c'est un fonds très important et on vous recommande qu'une chose, c'est d'aller voir notamment Madame Annie Dizier qui est la conservatrice de cette bibliothèque. Qui nous a très bien reçus, que nous remercions. Voilà, exactement. Donc pareil, si vous voulez des renseignements au niveau du numéro de téléphone, etc., donc vous trouverez tout ça dans le bouquin. Donc l'attention que porte le milieu universitaire à l'étude des femmes est actuellement en constante évolution. Le prix Jean Métron de 1998 a récompensé 2 travaux portant sur les femmes. Elle ne finira jamais la lutte des ouvrières de Vanessa Benoît, mais aussi Mémoire et histoire des féminismes de Élodie Cécile Marel, qui sont édités et que vous pouvez acheter à la FEN. Alors, Amélie, excusez-moi, nous avons atteint le temps qui nous était imparti. Francis Ronsin, vous en avez rendu compte, a beaucoup de choses à dire. Il faut lire ses livres, il faut consulter notre book qui est très complet sur le sujet, qui est conçu pour ça d'ailleurs. Et je vous signale que la prochaine émission aura pour titre « Penser le travail ouvrier », que nous aurons comme invité Michel Véret. Et donc je remercie Francis Ronsin d'avoir accepté notre invitation. Je remercie François et toute l'équipe de Canal Web, ainsi et nous saluons Claude Pentier qui travaille actuellement en Bretagne. Ciao, ciao les internautes.